Bonjour, du coup moi c'est Ambre Gasquet, je suis psychologue clinicienne et je vais prendre la suite de Annabelle pour vous parler plutôt de la prévention de la rechute dans le cadre du trouble bipolaire. Alors, avant de commencer sur le sujet, il y avait quand même quelques chiffres que je voulais vous présenter pour qu'on voit un peu dans quoi on se situe. En général, les chiffres vont souvent tourner autour de 70% de rechute sur 5 ans pour toutes les formes du trouble bipolaire, donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin, en tout cas ça arrive beaucoup. Et on a 90% de rechute, donc davantage, après un épisode de manie. Et parfois, il y a les rechutes, mais il n'y a aussi pas de rétablissement entre les épisodes. Alors, c'est pas forcément la même chose pour les troubles bipolaires, par exemple, de type 1 ou de type 2, ou les cyclothymies, mais par exemple, pour les troubles bipolaires de type 2, il y a 20% des patients qui vont passer immédiatement d'un épisode thymique à l'autre, donc sans rétablissement entre les phases. Et on a aussi un autre chiffre qui est intéressant à voir, qui est plutôt que c'est 60% des épisodes maniaques qui directement vont être suivis par un épisode dépressif, encore une fois, sans période de rétablissement. Je vous ai mis aussi quelques informations sur l'expression, donc qui ne sont pas du tout des informations exhaustives, mais pour qu'on se rende compte. Notamment, on va plutôt avoir 2 fois plus de rechutes dépressives que maniaques, souvent dans l'expression des troubles bipolaires. Et un patient qui a expérimenté des symptômes psychotiques en phase maniaque, il a plus de chances d'en re-rencontrer à nouveau dans un nouvel épisode. Et la rechute, c'est une chose, mais en fait, ce qui est intéressant de noter surtout, c'est que ça va avoir des conséquences pour le patient. Alors, il y a évidemment des conséquences pendant les épisodes, pendant les phases, mais en fait, on va aussi avoir des conséquences en phase euthymique, donc entre les épisodes. En fait, on se rend compte quand même qu'il y a une différence assez nette entre la guérison symptomatologique qui fait qu'on est dans une phase ou non, et la récupération fonctionnelle, donc comment le patient fonctionne au quotidien. Et donc du coup ces conséquences, c'est notamment pour ça qu'on va s'axer sur la prévention de la rechute. Alors je vous en ai mis une liste non exhaustive, mais pour donner un petit aperçu, dans les conséquences, on va par exemple avoir des altérations cognitives. Pour les troubles bipolaires de type 2, il y a la mémoire et l'affluence verbale qui est plutôt préservée entre les phases, mais globalement on va quand même avoir des troubles cognitifs qui vont persévérer même entre les épisodes. Il y a un impact sur la vie professionnelle qui est quand même assez courant. Pour 30% des types 1, on peut qualifier ça d'une altération grave. Et on sait en parallèle du coup que les périodes prolongées de chômage, par exemple, ça peut accentuer les phases dépressives. Et du coup, là, on commence de voir qu'en fait, les conséquences des épisodes peuvent faire le rôle d'un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'ils peuvent entraîner encore de nouveaux épisodes. Dans les conséquences aussi, notamment liées à l'impact professionnel, on va avoir un statut économique souvent qui est inférieur pour le même niveau d'études. Et on sait, c'est quand même assez documenté, que un statut économique plus bas, ça va impacter l'accès aux soins. Et donc du coup, on retombe encore une fois sur un cercle vicieux. Autre conséquence quand même très importante, ça va être la suicidalité. On a 7 à 8% de taux de suicide dans toutes les formes de troubles bipolaires. C'est plus que la population normale. Globalement, en fait, le risque suicidaire, c'est 10 à 15 fois plus que dans la population générale. Et au niveau des tentatives de suicide, on est à 32,4, 36,3% dans l'étude que j'ai sélectionnée. Globalement, ça va tourner en fait autour de 1 patient sur 3 qui va un jour faire au moins une tentative de suicide. Et après, je ne vous ai pas forcément mis des chiffres, mais il y en a d'autres. L'isolement social, on peut parler aussi de l'autostigmatisation, les conflits relationnels, difficulté à entretenir le foyer, la vie de famille, développement de comorbidité, on en reviendra. Mais en tout cas, il y a beaucoup de conséquences. Et donc, du coup, c'est intéressant de pouvoir considérer la prévention de la rechute au centre de la prise en charge des troubles bipolaires. Alors, plus en détail, prévention de la rechute, pour nous, ça veut plutôt dire, pour la littérature, retarder la survenue des rechutes pour qu'ils soient moins fréquents. Ça veut aussi dire diminuer l'intensité des comportements autodommageables, des symptômes, diminuer la durée aussi des rechutes, et de manière générale, ça va prendre en compte le fonctionnement global. Le but, c'est quand même que la qualité de vie des patients s'améliore. Et pour ce faire, du coup, il y a le traitement médicamenteux, bien sûr, mais du coup, la recherche montre quand même que le traitement médicamenteux associé à la thérapie, c'est plus efficace que la thérapie seule, évidemment, mais que le traitement médicamenteux seul aussi.
Alors moi, je vais beaucoup vous parler de TCC parce que c'est plutôt mon orientation. Les TCC, elles sont validées scientifiquement sur le taux de rechute des troubles bipolaires, c'est-à-dire qu'il y a moins de rechutes quand il y a une TCC qui a pu être, dont le patient a pu bénéficier. Les symptômes dépressifs, ils sont plus stables, les manies sont moins sévères et globalement, du coup, on retrouve l'amélioration du fonctionnement du patient au niveau psychosocial. Donc voilà, globalement, on atteint un peu les objectifs que je vous avais cités juste au-dessus. Et du coup, maintenant, je vais vous parler un peu plus des stratégies, concrètement, de la prévention de la rechute. Le but, c'est pas que ce soit exhaustif, mais de vous montrer un peu comment nous, on le fait sur le centre bipolaire. Alors, première étape en général pour la prévention de la rechute, ça va être l'auto-observation, repérer les prodromes et les signes d'une rechute. Je détaillerai après tous ces points au fur et à mesure de la présentation. Après, je parlerai des stratégies comportementales aussi qu'on peut ajouter à l'auto-observation. On va beaucoup s'intéresser au rythme du sommeil, au rythme social, au rythme alimentaire, à l'activité physique et à la gestion du stress aussi, parce que c'est assez central dans le trouble bipolaire. Et du coup, je vous disais, on va reparler aussi des comorbidités et je ferai aussi un petit passage sur les traitements médicamenteux. Alors moi, je suis psychologue, c'est pas ma spécialité, mais je voulais quand même faire un petit aparté sur l'arrêt des traitements et l'observance médicamenteuse qui joue aussi beaucoup dans la prévention de la rechute. Alors, pour les prodromes et les signes d'une rechute, donc les prodromes, c'est les signes un peu avant-coureurs, avant qu'on soit dans un épisode caractérisé. Les signes, on commence déjà d'être dans un épisode caractérisé. Je vous disais que ça va plutôt être de l'auto-observation, et ce qui est de l'auto-observation, c'est quand même beaucoup la psychoéducation. C'est primordial la psychoéducation pour la littérature, mais aussi à mon sens parce que je trouve que ça donne vraiment un pouvoir d'agir aux patients pour qu'ils puissent comprendre comment leur trouble fonctionne, comprendre les spécificités, pouvoir l'expliquer à leurs proches, pouvoir agir aussi dessus. Ça va globalement réduire le nombre de rechutes et améliorer aussi l'adhésion au traitement médicamenteux. Donc du coup, ça en reparlera quand j'évoquerai l'observance médicamenteuse, mais c'est assez important. Et il y a quand même plusieurs recherches qui montrent que la psychoéducation brève, elle est associée à moins d'abandon. Alors nous, on ne fait pas forcément une psychoéducation très brève. On n'a pas tant d'abandon pour autant, mais à savoir selon vos obstacles institutionnels, en tout cas vos contraintes, la psychoéducation brève, souvent les patients y adhèrent mieux. Et je vous ai mis quelques détails globalement sur ce qu'on va aborder en psychoéducation, en tout cas dans notre hôpital. On va faire une psychoéducation sur la démarche diagnostique, comment on diagnostique un trouble bipolaire, sur les modèles du trouble bipolaire, les différentes formes, les traitements aussi, je ne l'ai pas noté, mais évidemment, du coup les différents prodromes, les signes selon les phases. Et ce qu'on va beaucoup faire, c'est revenir sur les épisodes précédents, parce qu'il y a autant de formes de bipolarité qu'il y a de patients qui vivent avec une bipolarité, donc d'essayer de voir quels sont eux leurs prodromes et leurs signes, et souvent on le fait avec leur histoire de vie. Et on va aussi chercher à développer l'auto-observation de manière un peu plus générale de l'humeur, des symptômes et des émotions aussi. Je ne l'ai pas forcément noté ici, mais on va le faire avec des supports, des échelles, des grilles de l'humeur, des listes d'émotions. On va les questionner régulièrement quand on les suit en individuel ou en groupe. Et je crois que, oui, je vous ai mis quelques références du coup. Au début, vous avez le guide sur le trouble bipolaire de TCC Montréal, qui est très très chouette parce qu'ils ont fait un manuel pour le client, pour le patient, qui fait de la psychoéducation en fait et qui explique le trouble bipolaire. Alors, c'est pas exactement les traitements sont pas exactement les mêmes à Montréal que chez nous, donc sur la partie médicamenteuse, c'est pas le plus précis. Mais par contre, le reste, c'est super chouette et il parle un peu de la prise en charge. Il y a aussi 2 livres dans lesquels on a un peu pioché dans notre psychoéducation que je vous ai mis. Et du coup, la dernière image, c'est le passeport de soins. Alors, c'est pas le même passeport que pour le génatier, mais c'est en fait un document qu'on donne aux patients quand ils sont admis à l'hôpital, qui vont les suivre toute leur prise en charge. Et dedans, en fait, on a du coup des pages qu'ils vont remplir pendant la psychoéducation. Où je vous en ai mis que quelques-unes pour vous donner un peu un aperçu, mais l'idée, ça va être d'observer la forme des épisodes hypomaniaques ou maniaques, des épisodes dépressifs, d'identifier aussi les facteurs de rechute, mais aussi les facteurs protecteurs. C'est bien de voir quand même ce qui marche bien, il y en a toujours.
Je vous ai mis du coup le journal de l'humeur aussi. Et la roue des émotions, moi je l'utilise beaucoup, surtout pour les patients pour qui c'est pas forcément facile au début d'identifier ce qu'ils ressentent, parce que je trouve que le code couleur aide beaucoup. En fait, des fois c'est dur de savoir exactement ce qu'on ressent, mais on sait un peu la tendance dans le code couleur. C'est raccroché par rapport aux émotions primaires. Par exemple, les roses et rouges, c'est la colère. Et du coup, je trouve qu'au début, ça permet de faire un peu progressivement. Donc voilà. Et ensuite, je vous disais, on va parler des stratégies comportementales. En fait, la psychoéducation, c'est très important, mais si c'est complété avec l'apport de compétences de gestion, c'est encore plus efficace sur les rechutes, les symptômes maniaques, l'amélioration du fonctionnement général, encore une fois. Et du coup, ces stratégies, elles sont multiples et elles s'adaptent aux patients. En fait, il n'y a pas une liste prédéfinie. Je vous ai mis encore une fois un peu comment nous on fonctionne, mais l'idée c'est vraiment que ce soit au cas par cas avec ce dont a besoin le patient. Nous on commence souvent par fixer des objectifs. On fait plutôt des objectifs sur 6 mois qu'on note dans le passeport, et puis après il peut y avoir des sous-objectifs dans les ateliers. Et on va beaucoup passer par le papier pour mettre les consignes pour les futures rechutes, communiquer les consignes aux proches si le patient le souhaite, enfin essayer en tout cas de mettre sur papier, parce que dans les épisodes parfois l'accès aux décisions qu'on a pu faire en phase euthymique, il est moins facile. On va souvent faire de l'activation comportementale, donc une TCC pour les dépressions unipolaires ou bipolaires. Et parfois, on peut un peu adapter aussi en faisant de la régulation comportementale pour plutôt baisser le niveau d'activité en phase haute. Moi, ce que je trouve qui fonctionne mieux, c'est de le faire pendant une phase pour qu'après, ils puissent le faire en prévention des prochaines phases. En soi, on pourrait le faire directement en prévention, mais je trouve que les patients s'en saisissent moins. Donc souvent, dans le groupe, c'est plutôt quand ils sont actuellement en phase qu'en fait, ils vont faire le groupe d'activation comportementale. Et dans les stratégies qui vont souvent revenir, ça va être toutes les stratégies pour limiter les comportements autodommageables, les stratégies de gestion de crise, les comportements alternatifs qui n'ont pas de conséquences négatives. Je vous ai mis quelques images de techniques de tolérance à la détresse parce que moi j'en parle beaucoup, mais en tout cas d'essayer de limiter vraiment les comportements qui ont le plus de conséquences sur le fonctionnement des patients. Et du coup, de favoriser les comportements fonctionnels, les facteurs protecteurs, c'est ce que je vous disais, il y en a toujours, il y a quand même plein de choses qui fonctionnent bien, et ça c'est important de pouvoir le souligner quand même dans la prise en charge. Donc je vous ai remis des images de notre passeport. Globalement, l'idée, c'est pas forcément que je détaille, mais que vous ayez un petit aperçu. Et je vous ai aussi mis une photo du livret d'activation comportementale qu'on a du coup avec Annabelle quand on fait le groupe. Et des images du coup de techniques de tolérance à la détresse. Les techniques de tolérance à la détresse, c'est des outils que j'ai empruntés à la TCD pour normalement le trouble de personnalité borderline, mais qui est quand même assez transdiagnostique aujourd'hui. C'est des techniques de régulation émotionnelle assez corporelle, assez intenses, mais qui permettent du coup souvent de baisser bien intensément l'intensité de la crise. Et donc ça limite les addictions, les tentatives de suicide, tous les comportements où les patients ont tendance à se faire mal ou alors à altérer leurs relations. Les fiches que je vous ai mises, c'est des fiches de TCD Montréal. Il y a le Centre CARE aussi à Lyon qui font des chouettes supports pour la TCD. En tout cas, ça vient souvent quand même dans la prise en charge des troubles bipolaires. Et du coup, on va aussi s'intéresser plus spécifiquement au rythme. Alors, je ne vous ai pas tout détaillé parce que ça va rejoindre la présentation de Laura dans un instant, mais ce qui est très documenté dans le trouble bipolaire, c'est quand même que la perturbation du cycle veille-sommeil, ça va beaucoup jouer sur les rechutes. Et ce qui est aussi très documenté, c'est que la vie sociale, ça aide en fait l'individu à respecter son cycle circadien, le cycle de 24 heures qu'on suit un peu tous. Donc les relations sociales, le travail, de manière générale, en fait, le but, ça va être de respecter le rythme biologique le plus possible, avec de la psychoéducation, traiter les troubles du sommeil. Je vous ai mis encourager 7 heures par nuit, mais globalement, c'est plutôt respecter l'hygiène de vie, la régularité. Quotidien aligné avec le rythme circadien, par exemple, essayer peut-être de limiter les travails de nuit. Après, c'est à adapter forcément avec la vie du patient. Ouais.
On va l'adapter souvent plutôt dans l'organisation des soins. Ça va pas forcément être à l'intérieur du contenu des groupes, j'aurais tendance à dire. Mais évidemment que s'il y a une contrainte professionnelle ou autre, les ateliers vont peut-être être moins accessibles certains jours. L'idée, c'est quand même que ça s'agence le plus. On en a, je ne sais pas quelle est la proportion, on en a quand même beaucoup qui travaillent, on en a aussi beaucoup qui sont en arrêt de travail. On va essayer surtout que l'agenda puisse être modulable, et puis on a une assistante sociale, souvent on va aussi faire les démarches RQTH, d'aménagement en fait, pour que ce soit possible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Et du coup, développer les activités sociales, on est plutôt orienté rétablissement, pardon. Donc du coup, c'est quand même assez important pour nous. Et dans la même lignée, on va aussi beaucoup s'intéresser au stress. Ça a été assez documenté que les personnes atteintes d'un trouble bipolaire, elles sont sensibles au stress. Autrement dit, ça veut dire qu'en fait, des événements perturbateurs que peut-être la population générale arriverait, face à laquelle elles arriveraient à faire face, chez les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire, ça peut être plus compliqué. Chaque patient va être sensible ou non d'ailleurs à certains facteurs de stress. Ça peut être les conflits, ça peut être la pression au travail, ça peut être les problèmes avec l'entourage. Alors je ne vais pas forcément parler d'anxiété ici parce qu'on le verra plutôt dans les comorbidités, mais on va aussi beaucoup le retrouver. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter des compétences de gestion aussi pour ça et qui s'adaptent aux besoins des patients. Donc, première étape, forcément, ça va être d'identifier les stresseurs. Qu'est-ce qui pose problème du coup, à la personne? Et puis, développer des stratégies adaptées. Je vous ai mis quelques exemples plutôt des stratégies qu'on aborde en TCC. Nous, on parle beaucoup de stratégies de coping pour faire face. Donc, la résolution de problèmes, la prise de décision, la planification, toutes ces choses-là, c'est plutôt du coping qu'on appelle par l'action. Et après, on a le coping sur l'émotion qui va plutôt être de faire une prise de distance, d'essayer de tolérer davantage le stress. On a le coping sur le soutien social où là, on va retrouver ce que je disais juste avant sur le fait de mobiliser l'entourage. Et pour les problèmes interpersonnels, on va aussi beaucoup proposer des ateliers transversaux qu'on a sur les habiletés sociales, sur l'affirmation de soi et du coup la TIPARS qu'abordera ma collègue. En tout cas, l'idée, c'est quand même de viser les stratégies qui vont être propres à la problématique du patient. Parfois, ça va aussi être nécessaire d'accompagner le patient dans le changement de son environnement. Si par exemple, il a un travail extrêmement stressant et qu'il sent que c'est plus adapté en fait à ses compétences et à ce qu'il a envie pour la suite, peut-être de voir comment faire une réorientation ou en tout cas de faire un arrêt de travail pendant un temps. Parfois, on va aussi jouer sur les stresseurs directement et pas que sur les capacités de gestion. Et du coup, c'est ce que je vous disais pour l'anxiété. On en parlera dans un instant. Et maintenant, du coup. Pour les comorbidités, il y a beaucoup de comorbidités. Ça, on l'a vu du coup au cours de la journée. Alors, moi, j'ai comme chiffre, mais globalement, on va en avoir plusieurs selon les études. Ça dépend un peu. Mais on va avoir 50% de comorbidité pour les personnes qui ont un trouble bipolaire de type 1. On a 37% pour les personnes qui ont un trouble bipolaire de type 2. Donc, globalement, en fait, on a quand même beaucoup de patients qui ne vivent pas qu'avec une seule pathologie. 40%, on va retrouver donc dans 40% des troubles bipolaires des troubles anxieux. On a aussi des troubles un peu moins fréquents, mais quand même assez fréquents. Le TDAH, on en a parlé, on retrouve du coup les chiffres qu'on avait vus tout à l'heure. Troubles de la personnalité, alors je vous ai mis les chiffres pour le trouble de personnalité borderline, mais on retrouve d'autres troubles de personnalité aussi. Troubles des conduites, de l'impulsivité, du comportement, ça n'a pas toujours le même nom selon les études, mais globalement on va avoir 15% de comorbidité de ce genre-là. Et des addictions, 30 à 75% selon les études, c'est assez courant. En fait, c'est un outil de gestion du stress et de l'émotion, et donc du coup, ça marche bien à court terme. Et après, alors c'est pas des diagnostics, mais on a aussi d'autres problématiques. Par exemple, les troubles de la cognition sociale, la dysrégulation émotionnelle. On aurait pu aussi mettre du coup l'autostigmatisation. En tout cas, il y a des dimensions en fait qui vont souvent poser problème en plus des symptômes vraiment propres au trouble bipolaire. Et pareil que pour les rechutes, l'idée c'est pas simplement de voir les chiffres, mais c'est plus de voir qu'il y a des conséquences de ces comorbidités sur le fonctionnement des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire. C'est que des exemples que je vous ai mis, c'est pas du tout exhaustif, mais par exemple, les troubles anxieux et le TDAH, on sait qu'il y a moins de capacité de résolution de problèmes, donc ça peut augmenter la sensibilité au stress, dont on a parlé juste avant. Les troubles de la cognition sociale, la dysrégulation émotionnelle, ça peut augmenter le risque de conflit, par exemple, avec l'entourage. La dysrégulation émotionnelle, ça peut aussi accentuer les conduites à risque. La consommation de substances, ça peut être un facteur de rechute.
L'anxiété sociale et l'autostigmatisation, ça peut entraver l'engagement dans les soins, voire l'acceptation diagnostique. En tout cas, c'est intéressant quand même de pouvoir parler des comorbidités et de pouvoir s'y intéresser et de les prendre en compte dans la prise en charge, parce qu'ils ont un impact en fait, sur l'expression du trouble bipolaire. Première étape, évidemment, du coup, ça va être de les diagnostiquer, de pouvoir les repérer et puis de faire une psychoéducation spécifique sur chaque comorbidité. Et puis après, de mettre en place des stratégies et de faire une prise en charge thérapeutique spécifique, médicamenteuse ou du coup TCC. Moi, je vais plutôt vous parler des psychothérapies. Pour les addictions, par exemple, on va beaucoup s'axer autour de l'approche motivationnelle, de la psychoéducation et éventuellement du sevrage ou de la réduction des consommations sur le centre. Pour les troubles anxieux, en psychothérapie, on va beaucoup faire de la thérapie par l'exposition. Donc la thérapie en fait, qui a pour but de peu à peu confronter à ce qui est anxiogène et ce qui est perçu comme menaçant. Il y a plein de sortes d'expositions, je vous en ai mis quelques-unes. Restructuration cognitive, c'est quand en plus on va changer le discours du patient discours intérieur. Exposition interoceptive, c'est quand il y a une hypervigilance aux sensations, qui peut du coup faire un peu un enchaînement, un cercle vicieux. Dans les attaques de panique, il y a beaucoup ça. Une hypervigilance, par exemple, au rythme cardiaque, du coup ça stresse, du coup le rythme cardiaque il augmente, du coup ça restresse, et donc du coup après on peut arriver jusqu'à une anxiété qui monte énormément. Exposition au scénario catastrophe, si par exemple on a peur, j'en sais rien, de perdre son travail, peut-être qu'on peut s'y préparer en imagination, en séance, dans un cadre sécurisant, avec des compétences de gestion qui vont être apportées après. De manière générale, la littérature est quand même assez claire sur le fait que ce qui marche avec les troubles anxieux, plus que de diminuer le stress dans la vie du patient, c'est de pouvoir réhabiliter l'incertitude, de pouvoir apprendre à faire avec l'anxiété, de pouvoir, plutôt faire avec les imprévus et d'augmenter la tolérance en fait à l'anxiété. Je vous ai mis c'est pas vraiment des références, mais c'est plus pour vous expliquer comment nous on s'oriente. Donc en haut, vous avez le logo de la FTCC parce que mes collègues psy sont plutôt formés à la FTCC, en TCC. Et en bas, vous avez le logo de Lyon 1 Chambéry parce que moi, du coup, je fais mon DU à l'université, le DU interuniversitaire entre Lyon 1 et Chambéry. De manière générale, du coup, on va se communiquer un peu les infos qu'on a sur les troubles et les prises en charge. Du coup, Laura fait aussi de l'EMDR, donc on peut en proposer sur le centre. Alors, on n'en propose pas forcément pour toutes les indications parce que nous, on n'a qu'un an de prise en charge, donc on ne va pas ouvrir des portes qu'on ne pourrait pas refermer. Mais en tout cas, on peut le proposer. On peut aussi proposer des TCC sur le psychotraumatisme. J'en ai pas parlé du psychotraumatisme dans les comorbidités, mais on peut quand même beaucoup le retrouver. Donc voilà pour les indications plutôt sur les psychothérapies. Et du coup, je voulais finir sur traitement médicamenteux. Alors, du coup, ce que je vous disais, c'est que moi, je suis psychologue, donc je ne vais pas forcément vous parler de substances, de traitements précis, mais je voulais plutôt parler de l'observance médicamenteuse, donc le fait de prendre son traitement ou l'arrêt des traitements. Dans la littérature, on a 34% de rechutes avec médicaments, donc il y a quand même des rechutes. Par contre, on est à 81 à 91% sans traitement médicamenteux, donc beaucoup plus présent dans les 5 à 10 mois du coup, qui suivent l'épisode. Alors, le traitement, il a plein d'impacts autres que sur la suicidalité, mais je vous ai remis quand même sur ça. Le traitement, il va notamment diminuer le risque suicidaire, qui est quand même une conséquence majeure, un risque majeur plutôt. Donc c'est important de peut-être avoir un traitement quand même qui peut être toléré par le patient mais qui stabilise, alors qu'il y a 50% des patients qui vont arrêter la médication une fois et 35% plus de 2 fois. Du coup, j'ai plutôt discuté avec mes collègues psychiatres pour cette partie-là, pour voir un petit peu comment ils abordaient la question. L'idée globale, ça va quand même que la question soit ouverte en fait sur la thématique des traitements. Première idée, ça va être d'identifier la cause. Pourquoi le patient a arrêté son traitement, veut l'arrêter, pourquoi il ne le prend pas de façon systématique. Est-ce que c'est les effets secondaires? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est de l'autostigmatisation? Est-ce que c'est des conseils de l'entourage? Il peut y avoir plein d'explications. Et en fait, ça va permettre quand même d'orienter un peu la démarche à suivre après. Et puis après, deuxième étape, encore une fois, la psychoéducation. Apporter de l'information, à quoi il sert ce traitement, pourquoi il a été introduit, quels peuvent en effet être les effets secondaires, toutes ces choses-là, contrer les a priori aussi. Et puis après, des stratégies personnalisées. Alors ça va vraiment dépendre du coup de la raison qui explique peut-être la mauvaise prise du traitement. Est-ce que c'est une question par exemple de troubles cognitifs auquel cas on peut faire des rappels plutôt mnésiques pour penser à le prendre ou des passages infirmiers? Est-ce que c'est autre chose? Et parfois ça peut aller jusqu'à envisager le changement ou l'arrêt du traitement, évidemment.
Et c'est un peu tout pour les stratégies sur la prévention de la rechute que je voulais vous aborder. Maintenant, je voulais juste finir en vous expliquant comment nous, on le fait à travers les groupes dans le centre bipolaire. Alors, du coup, on a les groupes de psychoéducation qu'Annabelle vous a déjà présentés. Nous, du coup, c'est 12 séances de 3 heures, donc c'est en 2 niveaux, en fait, 2 x 6, qui donc sont spécifiques aux troubles bipolaires. Et on va avoir le groupe d'activation comportementale qui arrive assez systématiquement, qui est transversal. Là, pour le coup, on va aussi avoir des personnes avec un trouble neurologique fonctionnel. 6 séances de 3 heures, et c'est un groupe qu'ils peuvent refaire autant de fois qu'ils veulent. On va souvent avoir aussi du coup les groupes de gestion des émotions. On a 18 séances, gestion du stress, 18 séances aussi, qui vont pouvoir arriver dans le parcours du patient. Groupe sommeil, on en a parlé aussi, 6 séances, assez centrales du coup dans le trouble bipolaire. Et puis après, il y a d'autres groupes aussi qui vont être plus adaptés aux problématiques spécifiques du patient, l'affirmation de soi, l'habileté sociale, l'atelier cuisine aussi qui est assez transversal, puis très orienté rétablissement, et puis les thérapies individuelles et les groupes pour le traitement des comorbidités. Du coup, on a une thérapie spécifique sur le trouble bipolaire qui est la TIPARS, du coup, que va vous présenter ma collègue dans un instant. Et je crois que c'était tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute.